Il est exactement 18 h sur les antennes de Chérif la télévision, l'heure de votre édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. La maison de la presse du Mali a tenu ce jeudi 11 juin 2026 une assemblée générale d'information dans ses locaux à Bamako. Au menu des échanges, le compte rendu des conclusions de la première édition du Forum panafricain des médias FOPAM 2026 et la situation des journalistes détenus Shahana Tekiou du journal 22 septembre et Abderrahmane Keïta du journal Le Témoin, présidé par le président de la maison de la presse El Hadj Bandjougou Dante, en présence des responsables des organisations professionnelles des médias et de nombreux acteurs de la presse. La rencontre a également permis de revenir sur les principales retombées du FOPAM, notamment la forte participation internationale, l'appel de Bamako et le projet de création de la panafricaine radio de proximité. Concernant les confrères incarcérés, Bandjougou Dante a réaffirmé l'engagement de la maison de la presse à privilégier le dialogue, la responsabilité et les voies républicaines afin de parvenir à une issue favorable. Les propos sont recueillis par Madi Awakebe et Baba Keïta. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements aux autorités de la transition pour leur accompagnement et leur soutien ayant permis la tenue réussie du Forum panafricain des médias FOPAM 2026. J'exprime particulièrement ma reconnaissance à son Excellence général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son appui constant à cette initiative visant à renforcer le dialogue, la réflexion stratégique et la coopération entre les médias africains. Je salue également l'implication du gouvernement sous la houlette du Premier ministre, général de division Abdoulaye Maïga. Le FOPAM 2026 a enregistré une forte mobilisation des professionnels des médias venus de plusieurs pays africains et partenaires. La maison de la presse salue notamment la présence remarquable des délégations du Maroc, pays invité d'honneur, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Cameroun, Tchad, Palestine, Haïti, Togo, ainsi que de nombreux autres pays frères africains. Cette diversité des participants témoigne de la volonté commune de bâtir une presse africaine forte, solidaire, professionnelle et indépendante. À travers ce forum, Bamako s'est affirmé comme une véritable capitale du dialogue médiatique africain. Le Mali a été, durant quelques jours, le carrefour de la réflexion médiatique panafricaine. Le FOPAM a consacré Bamako comme un espace d'échange, de solidarité et de coopération entre les médias africains. La présence de nombreux pays frères illustre la dimension continentale et stratégique de cette initiative. Le forum a abouti à l'adoption de l'appel de Bamako, document de référence portant la vision commune des médias africains face aux défis contemporains. L'appel de Bamako plaide pour la défense de la liberté de la presse, la protection des journalistes, le renforcement de la souveraineté informationnelle africaine, la lutte contre la désinformation, la promotion d'une coopération médiatique africaine renforcée. Cet appel constitue une véritable feuille de route pour les acteurs des médias du continent. L'appel de Bamako traduit la volonté des médias africains de porter une voix forte, responsable et souveraine. Les médias africains doivent être des acteurs de paix, de souveraineté et d'intégration continentale. Le forum a également été marqué par une avancée majeure avec la création de la panafricaine des radios de proximité. Cette organisation a pour vocation de renforcer la coopération entre les radios de proximité africaines, favoriser les échanges de contenu et d'expérience, défendre les intérêts des radios de proximité, promouvoir une information professionnelle, crédible et de proximité. La création de la panafricaine des radios, dont le comité provisoire est dirigé par notre frère Mahmoud Bokoum, président de URTEL, constitue un signal fort pour l'avenir des médias africains. Le FOPAM 2026 doit être le point de départ de nouvelles ambitions pour les médias africains
et pour la presse malienne. La maison de la presse a suivi la mort dans l'âme, la situation des confrères incarcérés. En réalité, la maison de la presse a initié beaucoup d'activités pour améliorer ses relations avec le monde judiciaire. Cette volonté s'est traduite par l'organisation des journées Justice-Presse. Elle s'est manifestée également par l'organisation de conférences offrant aux acteurs de la justice des espaces d'expression, sinon de communication, de compétitions sportives, etc. Si les rapports humains, sinon interpersonnels, sont restés intacts, il faut avouer que nos partenaires de la justice n'ont pas été à la hauteur de nos attentes quant à la création d'un espace de paix et d'entente. La patience ne doit jamais être perçue comme une faiblesse. Aujourd'hui, notre priorité demeure la recherche de solutions susceptibles d'aboutir à la libération des confrères Chahana Takiou, Abdraman Keïta, Youssouf Sissoko. Notre démarche s'inscrit dans un esprit de responsabilité, de dialogue et de préservation de la crédibilité de la presse malienne. La maison de la presse privilégie les échanges institutionnels, les démarches concertées ainsi que les mécanismes républicains afin de parvenir à une issue favorable. Nous invitons les hommes de droit désireux d'assurer la défense de nos confrères à se mettre en rapport avec nous pour une meilleure coordination. La maison de la presse invite l'ensemble des professionnels des médias à demeurer mobilisés, solidaires et surtout disciplinés. La maison de la presse appelle les acteurs de la presse à éviter toute initiative dispersée ou non concertée. L'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes. La société de télécommunications Move Africa a procédé au lancement de son nouveau produit dénommé MIA, Move Intelligence Artificielle. Cette nouvelle plateforme contribue au travail d'innovation pour la satisfaction de la clientèle de Move Africa. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce vendredi 12 juin 2026 à l'hôtel Radisson. Le reportage est signé Abdul Karim Sako, Boubacar Traoré. Avec le lancement de ce tout nouveau produit, Move Africa vient de franchir une étape dans le cadre de sa mission d'inclusion numérique. Move Intelligence Artificielle, en abrégé MIA, c'est le nom du nouveau produit, une prouesse de l'intelligence artificielle qui propose aux abonnés de Move Africa des services d'assistance intelligente accessibles à tous les abonnés de Move Africa avec ou sans connexion Internet. MIA est bien plus qu'un simple assistant virtuel. C'est un compagnon numérique, un outil de connaissance, un facilitateur du quotidien et porte ouverte sur le savoir universel. Grâce à MIA, nos clients, nos chers abonnés peuvent obtenir des réponses rapides, des conseils pratiques, des pistes de réflexion et des informations utiles dans les domaines essentiels, tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, la technologie et encore dans les traductions linguistiques, entre autres. Un commerçant à Bopti, une mère de famille à Gao ou un artisan à Bamako puissent bénéficier des opportunités offertes par l'intelligence artificielle à travers des questions-réponses sur le réseau de Move Africa Malitaire. Quel que soit le niveau d'instruction, quel que soit le niveau d'équipement et de localisation. Mesdames et messieurs, c'est précisément la raison d'être, d'exister de MIA. MIA a été conçu pour répondre aux réalités socio-économiques du Mali. Aucun smartphone n'est nécessaire. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Juste un simple et bête téléphone 2G. Il suffit d'appeler pour cela le 35201, de composer dièse 352 dièse ou d'envoyer le mot MIA par SMS au 35201 pour accéder à ce nouveau service. Mesdames et messieurs, notre ambition elle est claire. Elle est claire parce que l'objectif c'est de faire en sorte que l'intelligence artificielle ne soit pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une opportunité ouverte à tous. Par cette innovation, en République du Mali, nous voulons réduire les barrières technologiques et permettre à toute la population d'avoir accès à la connaissance et au savoir pour chaque Malien, chaque Malienne, de bénéficier des avancées, bien évidemment, du numérique.
Le lancement du service MIA par Move Africa s'inscrit en droite ligne de la vision des plus hautes autorités du Mali sur la modernisation et la digitalisation des services publics, et le ministre de la Communication l'a fait remarquer au cours de sa prise de parole. Move Africa Malitel et MIA aujourd'hui et demain d'autres progrès, en tout cas nous le souhaitons. Je voudrais ici marquer la position du gouvernement du Mali insufflée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a acté la digitalisation de l'administration, qui elle-même ne peut pas aller sans le numérique, qui le numérique lui aujourd'hui a progressé pour enfanter l'intelligence artificielle. Je voudrais saluer tous les techniciens qui à l'intérieur du Mali et à l'extérieur travaillent à cela. Aujourd'hui, Move Africa ne nous étonne pas parce que nous savons depuis le début que c'est une entreprise citoyenne. Entreprise citoyenne en ce fait qu'elle allie la recherche du profit et la satisfaction du client et aussi à soulager les douleurs et les souffrances de ceux qui souffrent. J'ai vu Move Africa créer des plateformes, créer des solutions numériques, faire des facilités, améliorer le débit, faire plus de performances, mais je l'ai vu aussi assister des handicapés, je l'ai vu assister des malades, je l'ai vu assister des hôpitaux. Et je vous demande d'applaudir cette entreprise citoyenne. Aujourd'hui, Move Africa marque un grand pas en avant en créant énormément de solutions, en améliorant, si vous voulez, les débits, n'est-ce pas, de l'information, en améliorant et en permettant à nos compatriotes dans les coins les plus reculés du pays, même ceux qui sont illettrés, même ceux qui n'ont pas de smartphone, de pouvoir communiquer, de pouvoir trouver des solutions aux questions qui se posent dans les domaines si cruciaux que sont la santé, l'éducation, l'agriculture, l'hydraulique et autres. Répondant aux questions des confrères, les responsables de Move Africa ont laissé entendre que le processus de traduction des réponses de MIA dans les langues nationales se poursuit et devrait être une réalité dans un avenir proche. Le bureau exécutif de l'Ansardine nationale Côte d'Ivoire a organisé une session de formation à l'intention des membres des comités de contrôle des différentes fédérations du pays. Sur les 30 fédérations de l'ADN Côte d'Ivoire, 27 ont participé à ce renforcement des capacités. Notre correspondant depuis Abidjan, Jakari Djadambele, avec la voix de Fatoumata Kani. Le renforcement des capacités de ses membres est un des fondamentaux de l'association des Ansar. C'est dans cette optique que les membres des comités de contrôle des fédérations de l'ADN RCI viennent de bénéficier d'une session de formation axée sur 3 modules essentiels pour la bonne gestion de l'association. Cette formation a porté principalement sur 3 modules, à savoir la technique de décomposition, des recettes et des entrées, des recettes et des sorties, la technique de rapprochement et la technique de rapportage. Vraiment, les participants sont sortis de partout. Sur 30 fédérations, nous avons eu la participation de 27 fédérations qui vraiment est très satisfaisant. Et nous disons merci notamment au comité exécutif national qui a tout mis en œuvre pour pouvoir faciliter cette formation. Et merci au formateur national et tous les responsables fédéraux qui ont vraiment accepté de donner la participation à leurs différents membres du comité de contrôle pour venir assister à cette formation. Compte tenu de l'importance de cette formation, apportant une très grande amélioration quant à l'émergence de l'association, les participants l'ont apprécié à juste titre, tout en remerciant les organisateurs. Au sortir de cette formation, il faut dire que ça a apporté beaucoup de fruits à chacun d'entre nous, en tant que contrôleur dans les fédérations. Voilà, ça peut nous aider, non seulement de façon privée, voilà, à gérer nos propres activités et aussi apporter un fruit, un grand fruit à la fédération, sinon à l'association en général. Voilà, donc il faut dire qu'on a vraiment recueilli beaucoup de choses au sortir de cette formation. Donc je profite de ce micro pour dire non seulement Dieu merci au grand Dieu sublime par excellence et par essence, et aussi non seulement saluer notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par ailleurs, nous ne serons quitter ce micro sans remercier vraiment notre guide spirituel à Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, de près ou de loin, avec toutes nos connaissances
voilà, et puis à sa famille. Voilà, donc vraiment nous prions Dieu pour que Dieu lui accorde une longue santé de fer, voilà, ainsi que sa famille. Et je pense que cette formation sera l'objet de la bonne gestion de l'association dans l'avenir, Inch'Allah. Donc je consulte mes compatriotes, sinon aussi les participants, voilà, qui ont vraiment pris part à cette formation. Se réjouissant du professionnalisme du formateur, les militants Ansar ont également affirmé que les modules enseignés étaient à la hauteur des attentes. Les modules choisis concernant les membres du comité de contrôle local, ces 3 modules-là étaient très intéressants. Et surtout, j'ai été impressionné par la qualité de rendre de l'animateur, qui est M. Bamba Bema, secrétaire national du comité de contrôle Côte d'Ivoire. Et puis la réaction surtout aussi des participants. Et donc nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de l'engouement autour et les gens portaient beaucoup d'intérêt à la question. Alors, ce qui fait que je peux dire sans embâche que cette formation a porté et beaucoup attendaient cela. C'est depuis l'année surpassée qu'il y a eu une première formation et puis nos frères n'ont plus la chance de bénéficier d'un tel enseignement. Donc ça a été fait aujourd'hui. Vraiment, nous partons satisfaits du travail qui a été fait. Franchement, en tant que formateur national, vraiment, j'ai été impressionné et très heureux de ce qui s'est passé. Des mots de remerciement et d'encouragement à l'endroit des responsables du bureau exécutif de l'ADN-RCI ainsi que des bénédictions pour la famille chérifienne ont sanctionné cette séance de formation. De la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, dans ce tour d'horizon de l'actualité en images, dans la continuité des activités commémorant le 12 mai, les militants et sympathisants Ansar de Bobo-Dioulasso, la ville de Sia, ville de la princesse Gimbi Ouattara, ont célébré avec amour et dignité la date anniversaire du président de la fêtière islamique du Mali, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans, le guide spirituel des Ansar, son éminence Seyyid Cherif Ousmane Madani Aïdara, à travers une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Plus de détails dans la version en langue nationale bamanankan de ce journal. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. L'administration Trump prépare le transfert vers la République centrafricaine de demandeurs d'asile impossibles à reconduire dans leur pays d'origine. Parmi eux, des opposantes iraniennes que la justice américaine a pourtant placées sous protection. Les défenseurs des droits humains dénoncent une dérive sans précédent. Selon des informations de l'agence Reuters, l'administration de Donald Trump prévoit d'expulser des ressortissants iraniens ainsi que des migrants syriens, afghans et turcs vers la République centrafricaine dans le cadre d'un accord dit de pays tiers conclu avec Bangui. La diplomatie américaine multiplie ce type d'arrangement depuis des mois. Des accords ont été recherchés ou signés avec des dizaines de pays dont le Ghana, la Guinée équatoriale, l'Eswatini, sans oublier le Rwanda ou la RDC voisine. La logique de Washington est de se débarrasser de profils originaires de Téhéran, Kaboul ou Damas, mais juridiquement inexpulsables vers leur patrie. Faute de pouvoir les renvoyer chez eux, on les envoie donc n'importe où ou presque. Le dossier de 2 Iraniennes visées par le premier vol est la parfaite illustration. Arrivées aux États-Unis en novembre 2024, elles avaient obtenu d'un juge de l'immigration une protection dite de suspension d'expulsion qui n'est accordée que lorsque le risque de persécution ou de torture dans le pays d'origine est jugé fort. Leur avocat précise que l'une s'est convertie au christianisme et que l'autre milite pour la démocratie contre le régime des mollahs en Iran. 2 profils que Téhéran ne pardonnerait pas. La décision du juge interdit donc le renvoi vers l'Iran, mais pas vers Bangui. L'ironie veut que le département d'État classe la Centrafrique au niveau d'alerte maximale pour ses propres ressortissants en indiquant ne pas voyager pour quelque raison que ce soit. C'est pourtant là que l'Amérique entend reloger ceux dont elle ne veut plus. Classée parmi les nations les plus pauvres de la planète, la RCA sort à peine d'une décennie de guerre civile. S'y ajoutent des sentiments xénophobes persistants
qui ont historiquement nourri les violences dans le pays et font peser un risque particulier sur les expulsés perçus comme musulmans en raison des assassinats de chrétiens par des extrémistes religieux. Le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré une nouvelle fois qu'il était du devoir de l'humanité de stopper Israël. Le chef de l'État turc s'est exprimé mercredi devant le groupe parlementaire de son parti AKP dans la capitale turque Ankara. Il a d'abord expliqué que la Turquie a intensifié ses préparatifs pour le prochain sommet de l'OTAN à Ankara. Nous avons intensifié nos préparatifs afin de garantir que le sommet d'Ankara devienne un point de référence dans l'histoire de l'OTAN, a-t-il déclaré. Erdogan a assuré que l'annonce selon laquelle le président américain Donald Trump assisterait personnellement au sommet de l'OTAN prévu les 7 et 8 juillet était une étape précieuse en termes de cohésion de l'Alliance. Il a ensuite mis en garde contre des actions pouvant compromettre la stabilité régionale. La sécurité de la Turquie ne commence pas par Hatay, mais à Alep, Damas et Beyrouth. Nous ne tolérons pas non plus de faits accomplis dans les pays de nos frères et sœurs, ni fermerons les yeux sur les agressions, a-t-il déclaré, soulignant que la sécurité du pays dépasse les frontières. Erdogan a également dénoncé ce qu'il qualifie de délire de la terre promise, défendu par des groupes extrémistes israéliens, affirmant que la Turquie était pleinement consciente de son objectif ultime. Nous ne permettrons jamais cela, a-t-il dit. Le président turc a par ailleurs mis en garde contre l'alignement avec Israël. Personne ne devrait chercher l'aventure, personne ne devrait suivre le sillage du réseau de massacres sionistes. Le président turc a averti que les conséquences seraient plus larges si les actions d'Israël n'étaient pas contenues. Si le banditisme d'Israël n'est pas arrêté, le monde entier ainsi que la région en subira les conséquences. Israël doit être arrêté. C'est le devoir de l'humanité. Il ne faut pas permettre que l'histoire se répète, a-t-il soutenu. Erdogan a également mis en garde contre toute menace contre les intérêts de la Turquie en Méditerranée orientale. Si les droits de la Turquie et les droits des Chypriotes turcs en Méditerranée orientale sont ciblés, je veux qu'il soit clair que notre réponse sera très claire et très sévère, a-t-il conclu. L'Iran et les États-Unis ont, le 11 juin, laissé entrevoir une possible avancée décisive dans leurs négociations de cessez-le-feu. Après plusieurs jours d'escalade militaire et diplomatique, Donald Trump a affirmé qu'un accord mettant fin au conflit et ouvrant la voie à des discussions plus larges pourrait être signé dans les prochains jours, possiblement en Europe, tandis que plusieurs médias iraniens évoquent une probabilité élevée de conclusion rapide. Selon le président américain, les documents seraient quasiment finalisés et une cérémonie de signature pourrait impliquer le vice-président J.D. Vance. Trump a même assuré qu'un large consensus régional se dessinait autour de cet accord, incluant plusieurs capitales du Moyen-Orient. Il affirme que le futur texte garantirait notamment l'impossibilité pour l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, ainsi que la réouverture du détroit d'Ormuz. Côté iranien, l'agence Fars affirme que Téhéran aurait déjà validé le texte, tout en précisant qu'aucune annonce officielle n'a été faite. D'autres médias proches du pouvoir comme Tasnim appellent à la prudence, dénonçant des annonces américaines répétées sans concrétisation. Selon l'agence iranienne Mehr, un projet d'accord en 14 points aurait été élaboré dans le cadre des discussions entre l'Iran et les États-Unis. Ce texte prévoirait une cessation immédiate et globale des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que l'engagement de Washington à respecter la souveraineté iranienne et à s'abstenir de toute ingérence. L'accord inclurait la levée progressive du blocus maritime sous 30 jours, le retrait des forces américaines proches de l'Iran et la reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Sur le plan économique, il envisagerait la suspension des sanctions sur les hydrocarbures iraniens, l'accès aux ressources financières du pays et même un plan de relance international estimé à au moins 300 milliards de dollars. Le texte prévoirait également l'ouverture des négociations de 60 jours sur le nucléaire iranien, avec en parallèle une levée progressive des sanctions internationales, ainsi que la confirmation de l'engagement de l'Iran à respecter le traité de non-prolifération et à renoncer à l'arme nucléaire. Enfin, un mécanisme de contrôle de l'application de l'accord et un déblocage partiel des avoirs iraniens seraient inclus. Ce projet, toujours non confirmé officiellement par toutes les parties, reste présenté comme une base de discussion dans un processus diplomatique encore incertain. Israël, de son côté, suit les discussions avec attention. Le bureau de Benjamin Netanyahou a indiqué ne pas être partie prenante de l'accord, mais a insisté sur les garanties sécuritaires majeures, notamment le démantèlement des infrastructures d'enrichissement iraniennes et la limitation du programme de missiles.
Après l'opération menée contre le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse, Washington laisse désormais entendre que le président cubain Miguel Díaz-Canel pourrait lui aussi devenir une cible. Le Pentagone affirme que la capture ou l'élimination du dirigeant cubain fait toujours partie des scénarios étudiés par les États-Unis. Le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, a déclaré que les États-Unis continuaient d'envisager différents scénarios à l'égard du président cubain Miguel Díaz-Canel, y compris son enlèvement ou son assassinat. D'après lui, le rôle du Pentagone consiste à préparer en permanence un large éventail d'options. Pour la Maison-Blanche, dans cette logique, la capture ou l'élimination du dirigeant cubain resterait une possibilité parmi celles examinées par les autorités américaines. Le chef du Pentagone a averti les autorités cubaines qu'elles ne devaient pas défier les États-Unis, estimant qu'une telle confrontation pourrait avoir de lourdes conséquences. Pete Hegseth a également affirmé que l'administration américaine observait attentivement l'évolution de la situation et considérait que la pression exercée contre le gouvernement cubain était légitime. Selon lui, les dirigeants de l'île seraient confrontés à des choix importants et devraient éviter toute décision susceptible de provoquer une réaction de Washington. Le responsable américain a insisté sur le fait que les États-Unis disposaient de toutes les capacités nécessaires pour répondre à ce qu'ils estimeraient être une menace. Le département du Trésor américain avait annoncé des sanctions contre Miguel Díaz-Canel ainsi que plusieurs personnes et structures liées au pouvoir cubain. À la tête du pays depuis 2018, le président cubain avait succédé à Raúl Castro, frère de l'ancien dirigeant Fidel Castro. Ainsi s'achève cette tranche de l'actualité que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.